But then I see you smiling, all my hard work ain't worthwhile anymore. Just a festering sore, and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of you, summertime. Or at least I try. And at least a generation later I'm still trying to ease my soul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, welcome all. Nous allons tenir une table ronde en deux langues, ça sera mélangé français-anglais. Donc si vous souhaitez, il y a des casques pour la traduction en temps réel. Hein? This little conference, this panel discussion will be held both in French. Donc cette conférence va se passer à la fois en anglais et en français. Donc si vous voulez une traduction en simultané, allez chercher des casques. L'introduction va se faire en français. Nous avons, à l'échelle mondiale, en tout cas, on va dire, sur les marchés matures du ski, nous avons des marchés qui sont surmatures, où on constate depuis une bonne décennie une espèce de stagnation de la consommation du ski. Et à l'intérieur de ça, on observe une baisse du nombre d'initiations, notamment chez les enfants. Les classes de neige ou l'équivalent qui ont existé un peu partout sont aussi en train de dégringoler et de se réduire un peu partout. Et donc, avec l'équipe Mountain Planet, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une conférence là-dessus pour savoir comment on peut venir recruter à nouveau des nouveaux skieurs. Souvent, on pense aux enfants, etc. Sauf que le renouvellement des clientèles ski, elle se fait sur le long terme, elle se considère à l'échelle des générations, 30 ans environ. Et quand, par ailleurs, on regarde notre avenir sur 30 ans, il y a quand même deux choses qui ressortent fortement, deux très gros signaux. Il y a d'un côté le vieillissement des populations en général, notamment en Occident, qu'on parle aujourd'hui de la France, de l'Italie, de l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Europe centrale, les pays d'Europe centrale, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, mais aussi l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et encore plus le Japon, mais on voit que les fécondités, les taux de natalité sont en train de baisser depuis une dizaine d'années, voire plus. Et donc on a de moins en moins de jeunes. L'autre signal très fort, bien évidemment, le gros éléphant dans la pièce, c'est le changement climatique, le réchauffement. Et quand on pense à 30 ans, on se dit, c'est quand même un peu dissonant de parler uniquement de recruter des jeunes enfants pour les mettre sur les skis. Donc on a décidé d'élargir un tout petit peu le débat pour aussi parler des jeunes adultes, des seniors qu'on va vouloir retenir le plus longtemps possible sur les skis, et puis également de parler de l'été, parce qu'il y a peut-être pour certains endroits un basculement à faire à terme vers l'été. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On verra qu'on aura des actions très marketing, on aura des inventions et des innovations en termes d'expérience totale,
Et puis peut-être qu'on sera aussi amené à changer la façon dont nous pensons comprendre les pratiquants et les clients. Alors pour ce faire, on a un panel extrêmement riche, divers et international. Très rapidement, nous avons Yves Junot de l'Association des stations de ski du Québec, qui a des fans, des groupies qui sont dans la salle. Nous avons Yoichi Goto qui vient du Japon, qui a fondé Pioneer Work, qui est une agence de conseil sur le marketing des activités outdoor et le développement touristique. Isabelle Frochot, enseignant-chercheur de l'Université de Savoie-Mont-Blanc, spécialisée dans le comportement du consommateur et a fortiori l'expérience touristique et tous les attributs raccrochés à ça. Nous avons Ursula Weichselbaum-Nortz qui vient d'Autriche, qui a créé l'agence Kids and Fun Consulting, et c'est exactement ce qu'elle fait, conseiller sur le marketing en direction des enfants et des familles. Et puis Fabrice Pankouk, qui est là d'abord en qualité de président de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, donc l'organisme de promotion touristique de la région dans laquelle nous sommes, et qui par ailleurs est également élu et qui fait parler, pour parler international, qui est élu au, on peut dire, le Parlement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, c'est pour les étrangers, comme ça, c'est plus universel comme idée. Voilà. Maintenant, on a beau élargir le débat au-delà du ski, on va quand même parler un peu de ski. On va commencer par ça, avec Yves Junot. Yves est donc président de cette association des stations de ski au Québec, qui représente environ 75 stations. Il y est depuis 2013. Avant ça, il a eu une vingtaine d'années, si je me souviens bien, où il a travaillé dans les stations, dont Mont-Tremblant, qui est peut-être la plus connue ici en Europe. Et les groupies sont de Mont-Tremblant aussi. Merci. Et puis, donc, depuis 2013, il a entre autres la charge de restimuler le marché du ski au Québec pour faire venir des nouveaux skieurs, notamment jeunes. Et on va commencer avec ça. Alors Yves a l'honneur d'être le seul d'avoir droit à quelques slides en diapo, donc on va les montrer. Alors juste pour situer, c'est un peu un fun fact, mais le Québec, c'est environ 8 millions d'habitants. C'est comme Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 8 millions d'habitants. C'est comme la Suisse, c'est environ 8 millions d'habitants. Et c'est comme l'Autriche, ce sont des dimensions qui ont les mêmes. La seule différence, c'est qu'au Québec, la superficie est 300 fois celle d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais ça, c'est une autre question. Alors, Yves Junot, peut-être que vous pouvez commencer un tout petit peu rapidement pour nous resituer l'association et ses attributions, et ensuite de nous parler de votre gros projet très sophistiqué pour le recrutement des nouveaux skieurs au Québec. Alors bonjour, merci pour votre accueil. Il fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, Willy, alors je représente 75 stations à travers le Québec. Nous sommes une petite organisation avec 19 employés et on a quand même 1,4 million de personnes au Québec qui pratiquent le ski ou la planche à neige avec un impact économique de 800 millions de dollars. Nous faisons plusieurs initiatives pour développer la relève dans les sports de glisse, que ce soit le ski ou la planche à neige, ou comme vous dites, le snowboard. Il n'y a pas de discrimination chez nous, que ce soit un sport ou l'autre. Les deux sont les bienvenus. Et évidemment, nous avions auparavant l'approche marketing, où on faisait des campagnes pour inciter les gens à venir en ski dans nos montagnes. On s'est rendu compte, par contre, qu'avec les freins, pour venir à la montagne, la distance, le temps, il fallait se rapprocher des gens. La fin aussi, ou la difficulté d'avoir des sorties scolaires, des sorties d'école qui viennent à la montagne. Alors, on s'est penché il y a quelques années sur des solutions pour amener les personnes, les skieurs, plutôt que de les amener à la montagne. On a voulu amener la montagne aux skieurs. Donc, on a fait plusieurs initiatives. Celle-ci que vous voyez à l'écran, c'est ce que nous appelons Expérience Manège. Donc, nous sommes dans des centres urbains, comme dans la région de Montréal, qui est la grande métropole du Québec avec 4 millions d'habitants. Mais il faut quand même parcourir une distance appréciable pour se rendre dans les montagnes. Alors, comme les gens aussi habitent en ville, n'ont pas tous des véhicules, on a voulu faire goûter l'expérience de la glisse aux jeunes de 5 à 8 ans.
Alors, nous offrons une expérience tout comprise où on a aménagé dans des milieux urbains, dans des parcs. On a fabriqué la neige, on a installé des tapis convoyeurs, donc des petits remontes-pentes de style tapis. Et on invite les jeunes à venir s'initier gratuitement dans ces milieux urbains-là, à faire du ski ou de la planche. Vous voyez, on voit une petite roulotte. Donc, ça, c'est le centre de location. Nous offrons l'équipement à ces jeunes qui viennent. Nous offrons la glisse avec la pente qui est aménagée spécialement. Et à la fin, nous offrons une célébration, donc un accomplissement où le jeune se voit remettre un forfait pour aller en montagne, parce que pour nous, l'important, c'est de faire la conversion. À l'étape préliminaire, lorsqu'on arrive dans ces centres, on doit évidemment enregistrer l'enfant. Donc, on détient son data avec ces données qui fait qu'on puisse lui faire l'offre que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'un forfait « Ma première fois ». Donc, ce forfait inclut pour aller en montagne une leçon de 60 minutes, l'équipement aussi de location et l'accès aux zones de débutants. Ce forfait est offert à un coût très bas. Maintenant, il est inscrit 25 $. Cette année, nous étions à 29,95 $. C'est quand même assez abordable. Et la beauté, c'est que ça nous permet de mesurer le parcours de cet enfant en termes de conversion. Vous voyez, on a 20 % de retour dans nos stations. L'autre aspect, nous savons que selon la recherche qui a été effectuée, on a besoin de 3 visites pour que la personne devienne, disons, attachée au sport de glisse. Donc, une fois que l'enfant ou la personne est venue, il y a possibilité de revenir en montagne pour une deuxième visite. Et cette deuxième visite-là n'a pas de leçon, mais elle offre encore une fois l'accès au terrain débutant et la location d'équipement. Cette portion-là est assumée par l'association, donc les coûts sont assumés par nous. Pourquoi on fait ce travail? Bien, tout simplement parce que les stations de ski sont trop occupées à s'occuper de leurs clients. Elles ne sont pas vraiment, disons, aptes ou ils ont peu de disponibilité, ils ont peu de temps, ils ont peu de ressources pour parler aux non-skieurs. Notre défi pour renouveler la clientèle, c'est pas de parler aux skieurs qui sont déjà dans nos montagnes. Nos montagnes, on les attire avec les belles photos, avec les belles stories sur Instagram. Mais ceux qui ne sont pas des skieurs, comment on les rejoint? C'est pour ça qu'on a fait ces initiatives-là. Et c'est pour ça aussi qu'on est dans les écoles. Comme il n'y a plus de sorties scolaires, ou beaucoup moins qu'auparavant, on a fait des partenariats, entre autres avec Burton, où nous allons en école à l'automne et nous retournons en hiver pour introduire les jeunes avec les équipements que nous avons développés avec Burton pour être en gymnase. Donc, durant la classe, durant la période de gym, je ne sais pas si en France on dit le gym ou on dit l'éducation physique chez nous. Donc, on y va à l'automne et une fois que la neige est arrivée, on retourne dans les cours d'école et on fait le programme avec les équipements pour initier les jeunes à la glisse sur la neige qui est dans nos cours. Et on fait aussi la même chose en ski alpin. Tout ça nous permet annuellement d'aller chercher 50 000 nouveaux pratiquants. Donc, c'est un résultat assez phénoménal. On se démarque, je vous dirais, au Québec avec cette initiative. Et lorsque vous avez vu le forfait auparavant pour l'enfant, ce forfait est disponible aussi pour l'adulte. Donc, le parent peut l'accompagner et on sait bien qu'il n'y a pas un enfant de 7 ans qui va se rendre seul à la montagne. Donc, d'où l'intérêt d'attirer aussi les parents avec le même forfait et ça donne d'excellents résultats chez nous. Oui, merci. Donc, on pense totalement différemment. On descend, on fait une espèce de simulation de ski à la ville pour habituer, pour s'habituer, pour s'approprier, pour prendre contact et ensuite on remonte en station. C'est notre kiosque de dégustation. Voilà, la dégustation, j'avais retenu ce terme, effectivement, c'est de la dégustation. On a very different level, Yoichi Goto. Alors, à un niveau tout à fait différent, Yoichi Goto, qui a fondé Pioneerwa, qui est basé à Tokyo, et qui est une agence de recommandation. Il aide les destinations de montagne et les entreprises à développer leur offre et leur marketing. Il a même redonné un nouveau nom de sport
extérieur en sport de la terre, en introduisant une dose de culture et de style de vie japonais. Il y a 3 principaux projets dont on en parle. Et il a présenté un tour de freeride en Asie. Il a créé l'hiver dernier le premier forfait multistation, quelque chose à mi-chemin entre un pass olympique et un pass magique, et aussi des destinations pour développer des expériences de vélo de montagne, de VTT durable. Yoshi, peut-être voudrez-vous parler de votre désolé, ce que vous allez, le Earth Hopper, c'est-à-dire c'est ce forfait multi-saison et multistation aux Japonais. De quoi s'agit-il? Oui, les Japonais. Je vais d'abord parler sur la base des chiffres de l'industrie. Il y a 30 ans à peu près, lors des Jeux olympiques de Nagano, il y avait 80 millions de skieurs, au moins, qui allaient au moins une fois dans des stations de ski par année. Mais maintenant, ça ne représente plus que 5 millions, c'était 18 millions. Donc vous imaginez la baisse par rapport à l'industrie de la montagne entre le Japon et les autres pays. Comme vous voyez, la communication avec avec ce forfait magique ensuite, ou les pays du Nord d'Amérique qui ont également des forfaits multistations. Et le résultat pour eux, cela a permis de faire monter le nombre de skieurs qui se rendaient dans les stations de ski. Donc je pensais que pourquoi pas, on ne pourrait pas avoir aussi ces forfaits multi-stations. Avec au cœur, bien sûr, les stations de ski japonais et les vendre à des clients internationaux et chinois. Mais en fait, c'est très difficile de demander collaboration entre les stations de ski au Japon qui n'ont jamais collaboré ensemble auparavant. Et avec le Covid, les frontières du Japon sont encore fermées et leur attitude en faire cette collaboration, c'est peu à peu ouverte. En fait, ils sont peu ouverts à cette collaboration. Nous avons lancé ça au fin octobre et nous avons vendu 4000 forfaits. Et nous essayons cette année non seulement de vendre des forfaits, mais aussi d'ouvrir au VTT dans la montagne, peut-être offrir différents forfaits de sport en extérieur à la montagne. C'est-à-dire que vous utilisez ce forfait d'hiver, de multistation de l'hiver, pour également aller camper en été. Bien sûr, on a aussi ça dans les stations de ski qui offrent aussi des activités d'été en Europe, pour aider les stations de ski à attirer de nouveaux clients aussi en été avec ce forfait. Et est-ce qu'il y a une tendance au Japon pour plus de camping, plus de VTT en montagne? Oui. Un exemple intéressant, c'est lorsqu'ils sont venus au Japon, il y avait une entreprise japonaise qui vendait au même prix des équipements d'extérieur. Et leur réussite a été véritablement... Decathlon est venu au Japon et ils ont eu un très grand succès. Est-ce que les produits sont moins chers que ce qu'on trouve au Japon? Oui, les produits sont moins chers. Mais il y a de grands fournisseurs d'équipements de camping au Japon aussi. En général, le domaine du camping est en plein essor. Donc ça, c'était intéressant de faire ce lien entre l'hiver et l'été, qui s'est aussi très intéressé. On va avancer. Isabelle Frochot. Enseignant-chercheur à l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Elle est spécialisée dans le comportement du consommateur, a fortiori dans l'étude de l'expérience touristique en montagne. C'est son dada depuis très longtemps. Ses travaux les plus récents concernent notamment les primo-visiteurs en montagne, on va en parler un tout petit peu, mais aussi les comportements durables en vacances, les expériences en refuge et le over-tourism as well. Alors malheureusement, dans le pire des cas, on n'aura pas de over-tourisme l'hiver tout de suite dans les montagnes, mais c'est un sujet aussi. Alors Isabelle, quels sont aujourd'hui, donc on sort la chercheuse, elle a enlevé son blouson blanc, sa blouse blanche, et on la sort de son labo pour nous parler un tout petit peu de ce qu'elle fait réellement. Quels sont, en lien avec ce sujet d'aujourd'hui, les thèmes principaux sur lesquels vous faites de la recherche?
Alors déjà, oui, j'ai pas de blouse blanche et on va beaucoup sur le terrain. Donc c'est vrai que nos recherches, elles sont très alimentées par des enquêtes clients, qualitatives, quantitatives, de l'observation. On a beaucoup de techniques et c'est vrai que toutes nos recherches sont toujours ancrées dans le territoire. Un sujet qui nous interpelle depuis plusieurs années et alors qui pour le coup a été complètement renforcé par le Covid, c'est effectivement les primo-consommateurs. Ces gens qui arrivent à la montagne, qui ont très peu de connaissances, très peu de bagages en termes d'expérience, de connaissances, d'appréhension du milieu. Et en fait, c'est quelque chose qui nous interpelle et sur lequel on travaille. Alors, on fait référence à la notion de nidification, c'est créer son nid. Pour dire les choses plus simplement, c'est en fait comment on fait pour passer les codes d'un territoire à un client qui ne les a pas. Parce qu'on sait que quand on les passe, on va démultiplier la qualité de l'expérience, on va créer de l'attachement au lieu et de la loyauté à terme. Donc il y a des enjeux qui sont vraiment très importants sur ces questions de nidification. Puis il y en a un autre aussi, bien sûr, c'est que mieux ils comprennent, plus ils sont respectueux de l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc on a plusieurs thèses sur ce sujet. Il y en a une notamment qui commencera à collecter des données cet été sur l'initiative Bivouac, que vous avez peut-être entendu parler à la Bastille. Voilà, une initiation au bivouac pour des gens qui ne connaissent pas du tout la montagne. Et puis on va aussi travailler sur la façon dont, à travers l'interprétation, on peut donner des connaissances. Et puis aussi à travers la science participative, comment on peut ancrer davantage les touristes dans un territoire, plutôt dans une perspective de tourisme régénératif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui nous intéressent énormément. Et puis un autre sujet qui nous intéresse, on a aussi une thèse sur ce sujet, c'est le fait que toutes les recherches qui sont menées depuis de plusieurs décennies montrent très clairement que quoi qu'on fasse avec les touristes quand ils sont lors de leur séjour, même s'ils sont très vertueux, ils ont des comportements responsables, etc., le jour où ils repartent chez eux, en fait, toutes ces bonnes volontés s'évaporent, on va dire, dans l'avion ou dans le train ou dans la voiture, dans le trajet du retour. Donc c'est vrai qu'on essaie de comprendre pourquoi on a un tel décalage entre ce que je suis dans ma vie normale et ce que je suis quand je suis un touriste, qui semble être complètement dissocié et qui fait qu'on a des gens qui peuvent dans leur quotidien avoir des gestes de développement durable très prononcés et qui demain vont sauter dans le premier avion. Donc en fait, on travaille beaucoup là-dessus et un sujet qui nous intéresse particulièrement, on a une thèse qui étudie les chemins de Compostelle et qui étudie notamment le fait que quand on passe par une expérience de grande frugalité, voilà, je marche avec mes jambes, j'ai toute ma vie dans un sac à dos, quel est l'impact d'une telle expérience sur les comportements environnementaux au retour des touristes? Et là, pour le coup, on observe des changements assez radicaux. Voilà, donc c'est vraiment des questions de fond qui nous intéressent, c'est d'aller chercher l'information là où pour l'instant on n'arrive pas à comprendre comment faire bouger des verrous pour que les consommateurs évoluent dans leur mode de consommation. Et donc ces travaux, vous les menez pas en vase clos, c'est en collaboration avec des acteurs terrain et ça leur sert aussi, les conclusions, des recommandations, ça leur sert aussi à nourrir leur façon de penser et d'organiser leur expérience? Ah, tout à fait. Alors, une des deux thèses, c'est sur les chemins de Compostelle, est financée par une entreprise privée, un cabinet de consulting, Atemia, qui est à côté de Chambéry. Et puis, en fait, on a toujours à cœur de diffuser. On diffuse beaucoup au grand public. On fait ce qu'on appelle des amphis pour tous à l'Université de Savoie. On fait des conférences grand public. Et alors, quand j'arrive à trouver le temps, de plus en plus, je fais des vidéos. Parce qu'en fait, les vidéos, résumer tous les résultats d'une étude en 15 minutes, voilà, c'est souvent beaucoup plus efficace que tout ce qu'on peut faire d'autre. Et c'est vrai que les connaissances des chercheurs, elles sont publiques en fait, et elles doivent rester dans le public, et elles ont un devoir d'être diffusées, alors d'être aussi simplifiées un peu, parce qu'on peut être assez jargonneux quand on veut. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir quand même un travail de diffusion qui nous semble être essentiel. Sinon, je vois pas l'intérêt de la recherche. D'accord, très bien. Alors, on va revenir un peu à l'hiver avec un projet un peu hors du commun, si on ose dire, mais en même temps en plein dans le sujet. C'est celui de Tomorrowland, où vous avez fait une étude, où vous êtes en train de faire une étude très sérieuse. Quelle est la motivation d'aller étudier la fête dans une station de ski? Alors, on a effectivement travaillé sur Tomorrowland. Donc, on est parti une semaine interviewer, observer et étudier les consommateurs de Tomorrowland, donc il y a quelques semaines. Alors, cette idée, elle n'est pas partie de rien. Elle est partie du fait qu'on avait déjà travaillé sur les publics de la Folie Douce dans certaines stations pour essayer de comprendre comment ils imbriquaient le ski et la fête dans un séjour. Et en fait, essayer de comprendre si réellement on a face à nous un nouveau segment, hein, ce qu'on pense être le cas. Donc l'idée de travailler sur Tomorrowland, c'était d'aller plus loin dans cette idée et d'aller creuser ce sujet avec des clients. Alors,
Ce projet, il est très particulier. C'est que l'idée d'origine était d'étudier comment des clients qui ont plus de 40 ans peuvent se sentir légitimes dans un festival qui, a priori, est destiné à des plus jeunes. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus et puis finalement, par la force des choses, on a fini par interroger les jeunes parce que si les vieux, entre guillemets, je me mets dedans pour vous mettre à l'aise tout le monde, si les vieux, en fait, peuvent se sentir à l'aise, c'est aussi parce que les jeunes leur envoient une image d'acceptation. Donc on a beaucoup travaillé sur cette relation entre eux. On a essayé autant qu'on pouvait travailler avec les autorités de Tomorrowland. Et puis on a aussi travaillé avec les acteurs locaux pour comprendre quelle est la dynamique que ce festival apporte. Voilà, c'est quelque chose vraiment à part, Tomorrowland. Hein. C'est quand même une force de frappe de cette marque Tomorrowland qui est quand même hors norme. Mais je pense que dans les échanges qu'on a eus auparavant, il y a cette notion aussi de réunir différentes générations, et notamment les nouveaux seniors, on va dire, la génération X, qu'on retrouve, je pense aussi, à la Folie Douce et autres. On est dans une période où on a une génération X qui arrive petit à petit à la fin de sa carrière de ski et qui vient remplacer les baby-boomers et qui sont très nombreux. Donc on a aussi intérêt à les garder le plus longtemps possible, même si c'est en leur faisant la fête, s'il le faut. Oui, et puis je me permets peut-être d'en rajouter un petit élément. Alors même si on n'a pas les statistiques de Tomorrowland, nous ce qu'on a vu dans tous les interviews qu'on a fait à Tomorrowland, c'est que toutes les, on va les appeler seniors ou les plus âgés, sont de classe supérieure, très supérieure. Oui. On est même sur ce qu'on appelle la creative class, c'est-à-dire des high flyers internationaux qui ont un pouvoir d'achat monumental et qui vraiment sont presque une classe à part et qui se sentent pour le coup totalement légitimes et qui vont traverser la planète pour venir juste quelques jours à l'Alpe d'Huez faire Tomorrowland. Voilà. C'est presque plus facile de faire venir des seniors de l'autre bout de la planète que de faire skier des gamins. Presque. Donc on est en plein dans le jeu entre générations. Ursula Weichselbauer-Nortz is an expert in kids. C'est une experte dans le marketing pour les enfants et les familles. Elle aide des entreprises et toutes sortes d'industries de créer des expériences très attirantes. Et plus spécifiquement, elle aide les destinations, mais aussi les stations de ski, les hôtels familiaux, à créer des expériences familiales. Et elle est très passionnée aussi de l'innovation dans son domaine. Ursula, on vient de parler de cette génération X. On va parler des adolescents et des jeunes adultes maintenant. Mais d'un point de vue général, qu'il s'agisse de l'hiver ou de l'été, comment est-ce que les stations et les destinations de montagne, comment est-ce qu'elles adaptent les expériences à tout type d'enfants, quel que soit leur âge, leur genre? Comment on fait? Il y a vraiment 3 points qui sont très importants si nous voulons nous adresser aux enfants et aux familles. Et c'est du marketing. Il n'y a pas vraiment de marketing pour les enfants, même si l'enfant reste au cœur de la famille. En fait, ils influencent les décisions pour la destination des vacances jusqu'à 60%. Donc, si l'enfant ne veut pas aller skier, et les enfants ne vont pas y aller, la famille ne va pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Il y a 3 points à travailler. Le premier, c'est que nous devons comprendre notre public. Ce n'est pas seulement des enfants. On entend souvent dire, oui, ce ne sont que des enfants. Ils constituent en fait, les enfants, c'est 6 différents cibles selon les âges. Quand on a 5 ans, on est complètement différent quand on a 8 ans ou 10 ans. Souvent, les enfants prétendent qu'ils sont un peu plus vieux. Voilà. Et donc, avec le développement du cerveau, bien sûr, à 8, ils changent leur centre d'intérêt. La première différenciation, c'est les groupes d'âge. La deuxième, c'est le sexe des enfants. Les garçons veulent des choses complètement différentes des filles. Surtout dans le domaine du ski, on se tourne beaucoup vers les enfants, vers les garçons et on oublie les filles. Et ça, c'est très important. C'est également important de savoir qu'après le corona, les familles veulent quelque chose de totalement différent dans leurs vacances. Elles veulent être plus ensemble, en famille. Même s'ils ont été ensemble pendant longtemps, entre eux, ils veulent quand même... Ils veulent que quelqu'un soit là pour dire à leurs enfants que faire. Donc, nous devons savoir ce que veulent les enfants. Il faut connaître cette cible. Nous devons également comprendre que nous vendons des expériences et nous vendons du plaisir. Ça peut être du ski. Il faudrait au lieu de parler d'une journée au ski,
peut-être des journées pour s'amuser, où les enfants, parce que les enfants jusqu'à 12 ans, oui, ils sont prêts à apprendre, parce que les parents veulent qu'ils apprennent des choses. Donc, il s'agit bien sûr de s'amuser et aussi d'apprendre et d'expérience. Un mélange d'éducation et de plaisir. Le troisième point qui est peut-être le plus important, il faut se pencher sur ces expériences. Pas uniquement ce que nous faisons, mais ce que font les autres, ce qui intéresse les enfants de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont très différents des enfants il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais jeune. Il faut voir ce qui les intéresse, et vraiment avoir l'idée de ces expériences, avoir le tissu et le tisser avec nos propres expériences. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si on regarde, par exemple, comment marchent les jeux vidéo, quelle est la base de ces expériences? Et on peut retirer ces idées des jeux vidéo. Comment est-ce qu'on raconte des histoires aux petits-enfants? Cette gamification des jeux, comment est-ce qu'on peut le rendre plus ludique? Tout est gamifié maintenant. Pour tout, il y a une histoire. Il faut aussi qu'on s'y adapte, nous aussi. Peut-être ce n'est pas très important pour vous, mais par exemple, Lego, Epic Games, qui a lancé Fortnite, et Sony se sont réunis la semaine dernière afin de créer des expériences des enfants dans le Metaverse qui vient. C'est une super nouvelle parce que nous devons comprendre quel type d'expérience ils vont créer afin de voir ce qui est intéressant et l'introduire dans notre domaine. Il faut voir ce qui est cool pour eux. J'ai apporté 3 exemples. Si vous regardez sur les Maas, à gauche, c'est Steinberg-König. C'est une expérience. C'est un aire de jeu dans le Tyrol. C'est en fait un escape game. Donc les enfants jouent un escape game. De nos jours, ils font ça maintenant. On fait ça dans une salle. On fait ça dans les montagnes. Il y a 6 à 7 stations de ce type, comme vous les voyez, dans toute la vallée. Et vous savez, c'est pas facile de trouver. Ce n'est plus un jeu pour les enfants, c'est un jeu vraiment pour toute la famille. Et en fait, toute l'idée de de ces escape games va être a été mise sur le terrain. Donc l'année dernière, c'était une année pas facile. Donc les gens reviennent parce qu'ils ont adoré cet escape game. Et le suivant, vous voyez, avec le petit lapin, c'est une histoire. Nous avons créé une pente où on raconte une histoire. Et les enfants, par le biais de cette histoire, avec le petit lapin et d'autres animaux, ils apprennent de manière distincte. Ils apprennent différents mouvements dont ils ont besoin pour skier. Vous voyez, c'est un lapin rapide. Et il dit aux enfants, allez, dépêchez-vous, il faut être rapide. Et la façon dont descend le lapin, c'est une façon... Vous voyez, il fait des virages. Donc l'enfant aussi doit suivre les virages. Donc même sans le savoir, l'enfant, il apprend par le biais de cette image. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le Superstar. C'est un programme d'école de ski. Donc c'est pour tous les enfants qui ne veulent plus de mascotte, ils ne veulent plus avoir une mascotte sur leur casque. Ils enlèvent, en fait, ils la décollent de leur casque. Donc pour tous les enfants, on crée un programme d'éducation et d'amusement. Donc le moniteur de ski va parler des urgences, des règles, par exemple de la neige. Et le soir, pour les 8-10 ans, on organise des quiz. Ils adorent ça. Et ensuite, ils font partie de ce programme de Superstar. Et ensuite, ils ont des points. Vous voyez, ils ont un petit badge où on inscrit leurs points qu'ils ont gagnés à ce jeu. On colle aussi sur leur casque qu'ils sont une superstar ou une cool star. Les enfants, ils adorent ça. Et en fait, à nouveau, c'est un jeu. Même les jeux vidéo, vous voyez, les jouets qu'utilisent les enfants, qu'est-ce qui intéresse. Donc, vous voyez, on voit dans les autres domaines. Et on intègre ces expériences dans notre propre domaine. Dans notre propre domaine de ski, l'expérience de la montagne. Et c'est ce qui le rend intéressant. Donc, on n'a pas peur de mélanger différents univers, différents mondes. On n'est pas seulement dans les montagnes, on reste connecté à ce que plaise aux enfants lorsqu'ils sont sur leur canapé.
Oui, effectivement, on regarde ce qu'ils aiment et puis après on met cela en œuvre. Donc il y a des fantaisies, l'élément fantaisie est très important. Les jeunes, des enfants aussi, mais aussi des ados et des jeunes adultes, avec Fabrice Pankouk, président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Et il est également élu, il est maire de la petite ville de Moutier, donc il connaît très bien les problématiques de la montagne, et il porte un double regard, hein. Là on parle de promotion touristique, de montagne, de marketing, mais il y a aussi l'action publique qui parfois peut aider à connecter les points. Alors avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Fabrice, vous ciblez particulièrement, vous avez un dispositif en place pour cibler les jeunes au sens large. Quels sont les grands axes de ces actions-là? Alors, on cible en réalité tout le monde, mais on a un axe de travail où on privilégie la place des jeunes. D'abord parce qu'on a cette conviction que le renouvellement des générations passe inévitablement par les publics jeunes. Et puis parce qu'on fait aussi le constat mesuré, qualifié, d'une érosion des publics jeunes. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a plusieurs axes. D'abord, il faut... Moi, je suis très attaché ce que j'appelle les mots-clés, donc savoir utiliser le bon langage pour s'adresser aux cibles qu'on souhaite capter. On utilise pour ça beaucoup le digital, évidemment, et je crois que c'est là où vous souhaitiez que l'on aille. Cette question du digital avec des recours, là aussi en utilisant les codes finalement des publics auxquels on souhaite s'adresser, en ayant recours, y compris aux influenceurs. Quelques chiffres qui permettent de tout de suite le mesurer. On a eu une campagne sur l'hiver où les influenceurs sont en condition de centres de vacances en montagne et avec la pratique du ski, en tous les cas des sports de neige. 3 influenceurs, 10 vidéos, 32 millions d'influences, d'impressions. Donc on mesure évidemment tout de suite la force de frappe qu'on a avec cette pression du digital. C'est le premier élément. Ensuite, il y a un effet prix, naturellement, où il faut qu'on réunisse les conditions pour drainer le public le plus large vers ces destinations touristiques. Ce travail-là, il se fait de différentes cibles et de différentes manières, et notamment, d'abord, avec ce que nous appelons Génération Montagne, qui est un programme sur lequel nous avons travaillé avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, et pas seul, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir emmener avec nous les autres acteurs de la montagne. Et puis on a un fonds de dotation qui est complémentaire de l'action d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Ce fonds, c'est Essentiel, qui permet de s'adresser à tous les publics pour les emmener vers nos destinations touristiques et celles de la montagne en particulier. Ensuite, et j'élargis un peu la cible d'âge, je dirais, on est au sortir de cette crise, 24 mois qui ont été particulièrement difficiles pour différentes raisons, notamment sanitaires, où moi j'ai la conviction que ça a été un catalyseur d'un certain nombre de phénomènes profonds qui étaient déjà là avant la crise. Mais la crise les a accélérés. Et il faut là qu'on puisse apporter un certain nombre de réponses dans cette transition sociologique, dans cette transition aussi de nos territoires. Et avant même de se retrouver dans cette situation-là, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme avait une baseline qu'on appelle le tourisme bienveillant. Je crois que ça résume assez bien ce qu'on souhaite faire, de la manière avec laquelle on vient apporter notre empreinte sur le territoire lorsqu'on fait du tourisme. Faire du tourisme, c'est accepter à un moment donné de laisser aussi une empreinte. Le tourisme n'est pas neutre. Et si on dit le contraire, on est des menteurs. Donc il faut accepter qu'il y ait cette empreinte, mais il faut accepter aussi de faire un effort pour qu'elle soit la moins marquée possible, la plus bienveillante, à l'endroit du territoire, à l'endroit aussi de ceux qu'on accueille. Et dans les axes de travail que nous avons, autour du bien-être notamment, cette notion de bienveillance, elle a aussi beaucoup de sens. En direction des publics jeunes, il y a aussi, évidemment, cette notion de bienveillance, qu'elle soit verbalisée ou pas, il y a une véritable attente dans cette direction. Ça veut dire que dans les pratiques que l'on propose, eh bien, il faut aussi savoir s'adresser à la totalité des publics qui sont devant nous. Il y a des grands pratiquants des sports
voire des sports les plus extrêmes. Il faut savoir s'adresser à eux. Il y en a d'autres qui viennent vers nos territoires de montagne parce qu'ils cherchent une sédimentation dans la contemplation tout simplement de nos espaces et de nos paysages. Il faut aussi savoir s'adresser à ce public-là. Donc j'ai envie de dire, connaître le panel de ceux à qui nous souhaitons nous adresser et leur adresser ensuite les messages qui correspondent. Et puis, on a un certain nombre d'outils, bien évidemment, et là, pour le coup, je le dis comme conseiller régional, sur lesquels nous travaillons pour ces publics jeunes. C'est notamment les centres de vacances, parce que nous savons que celui qui vient en étant jeune s'adresser à ce milieu de la montagne, il va en garder quelque chose. Ça va se traduire tout de suite, ou ça va se traduire beaucoup plus tard, mais quand on a été consommateur jeune, dans presque 80% des cas, 78% des cas, on devient ensuite un consommateur une fois à l'âge adulte. Très bien, merci. We're going to go back across the pond. We have about 10 minutes left. On va retraverser l'Atlantique et voir deux approches estivales qui sont très différentes. Yoichi, vous avez plusieurs projets, n'est-ce pas? Vous avez plusieurs projets. Donc, vous parlez de VTT durable. Donc, il ne s'agit pas forcément de stations de ski, mais il s'agit d'endroits assez spéciaux, avec une histoire spéciale. Oui, il ne s'agit pas de stations de ski seulement, il s'agit de montagnes, de zones montagnardes, et on réaménage ces zones montagnardes. Il y a des sentiers à travers toutes les montagnes avec des endroits particuliers, des endroits religieux. Donc, nous avons développé des sentiers pour le VTT avec des images et on veut générer un maximum d'intérêt. Donc, on veut un système de crédit carbone grâce à la forêt. Donc, il y a deux projets à Hokkaido, au nord du Japon et au centre du Japon, qui ont un projet un peu similaire. Donc, on profite dans ces endroits de ces sentiers anciens pour le VTT et pour aider avec l'empreinte carbone. C'est quoi ce concept de crédit carbone? C'est un nouveau concept en fait. Si la forêt est présente, la forêt va absorber le CO2. Donc, il y a un système, il y avait un système il y a 5 ou 10 ans, et il y a ce marché de crédit carbone forestier qui est en train de croître. Donc, on peut appliquer cette approche ailleurs, à mon avis. Donc, on fait du VTT et on génère du crédit carbone pour l'endroit où on fait du VTT. Oui, les crédits carbone, c'est un peu comme un système pour gérer la forêt. Plutôt que maintenir la forêt telle qu'elle est, il y a des gens qui maintiennent les forêts, qui maintiennent la capacité de la forêt à séquestrer le carbone. Et donc, le CO2 est absorbé et cela génère de nouveaux crédits carbone. Oui, c'est intéressant. Yves Junot. Du Québec, l'été, c'est oui, mais non, mais oui. Comment vous abordez ça? C'est absolument oui, surtout dans le contexte aussi des changements climatiques. Oui. Donc, on développe de plus en plus d'activités. Vous avez un bel exemple ici avec Mont-Tremblant, où, vous savez, nous avons un modèle d'affaires où les stations sont privées. Donc, elles ne sont pas soutenues par les communautés, les collectivités. Elles doivent développer des activités pour rentabiliser leurs investissements. Les infrastructures sont très coûteuses, qu'on parle de chalets de ski, de remontées mécaniques. Donc, avec la pandémie, on a vu un intérêt très marqué pour les gens pour venir en montagne, pour le plein air. C'est vraiment une croissance phénoménale. Nous sommes rendus maintenant à 1/3 des stations qui offrent le vélo de montagne, comme mon collègue au Japon. Et on ajoute plusieurs activités. À Tremblant, vous avez une diversité avec aussi l'événementiel. Ce n'est pas Tomorrowland, mais pas loin.
avec Festival du Blues, avec Fête de la musique. Il y a des ziplines, vous avez parc aquatique, vous avez le lac, vous avez une multitude d'offres qui fait qu'on attire maintenant, dans certains endroits, comme à Tremblant, plus de gens en été qu'on va en attirer en hiver. Et là, c'est un modèle qui se développe de plus en plus. On retrouve dans certaines stations des parcs aquatiques également, des luges de montagne. Donc, c'est vraiment, je pense, une belle façon d'accroître l'attractivité des montagnes. Et espérons que ces clientèles d'été-là vont aussi être de retour pour venir faire du ski en hiver. D'accord. Le vélo de montagne, comme vous l'appelez... Le VTT ici, oui. Le VTT ici, il s'est un peu transformé aussi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Nous avions auparavant des grands centres qui attiraient des Coupes du Monde, le Mont-Sainte-Anne, Bromont, donc qui attiraient une clientèle plutôt de type hardcore. Mais la pandémie a fait en sorte que le sport se démocratise. On aménage maintenant des sentiers avec des niveaux de difficulté beaucoup plus bas, donc des sentiers pour débutants, qui fait que le sport se pratique en famille maintenant et non plus pour une clientèle de cyclistes avisés. Ça veut dire qu'il y a plus de volume aussi, il y a plus de monde? Absolument. Vous avez dans un endroit comme à Bromont plus de 60 000 passages pour la remontée mécanique, pour le vélo de descente. Donc, c'est vraiment une activité qui se développe à vitesse grand V. D'accord. Donc, plus c'est facile, plus on a du monde. Plus c'est hardcore, plus c'est difficile. Moins il y a de barrières, plus le sport est accessible. Et vous savez, avec l'aménagement des sentiers, on voit aussi un développement phénoménal des centres de location de vélos et la venue du e-bike qui fait en sorte qu'on a une clientèle aussi un peu plus âgée qui se met à pratiquer ce sport comme moi. D'accord, d'accord. Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas. Isabelle Frochot, la nidification dont vous avez parlé, au départ, c'est si je comprends bien, une sorte de stratégie de l'individu pour s'approprier un lieu dont il ne connaît pas les codes. Mais est-ce que ça veut dire à l'inverse aussi qu'on peut l'aider à nidifier? Je ne sais pas s'il y a un verbe avec tout ça. Alors, oui, on peut créer un verbe s'il n'existe pas, c'est pas grave. Oui, je pense que justement, il faut être force de proposition, de nidification. C'est à la charge des stations et des territoires d'aller mettre en œuvre des processus pour faire en sorte que le client puisse s'approprier son expérience touristique. Alors, l'Islande a des initiatives dans ce domaine depuis longtemps. On voit à travers la planète quelques initiatives. Le Canada a été très en avant, je trouve, aussi sur ces procédures de nidification. Mais c'est vrai qu'on est au tout début de ça, en fait. Hein. Et de toute façon, il va vraiment falloir qu'on s'interroge sur ces éléments-là, parce qu'avec le Covid, on a eu une telle surcharge de fréquentation dans des environnements de montagne par définition fragiles, qu'il va vraiment falloir qu'on passe à ce niveau-là. Mais il y a une résonance au niveau de la sécurité, certes, mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est très important pour l'attachement au lieu. C'est-à-dire que si je donne pas des codes, un consommateur, il va survoler un produit. Il va pas forcément être mécontent. Il va le vivre de façon, on va dire, un peu statique. Il va pas forcément être emmené émotionnellement et surtout, il va pas développer d'attachement au lieu. D'accord. Sinon, il passe à côté. On avait fait une étude pour Savoie Mont Blanc Tourisme il y a plusieurs années. On avait interviewé en été beaucoup de clientèle. Je crois qu'en moyenne, sur une centaine de personnes, il y en a 3 qui avaient vu des marmottes. Voilà, alors, les marmottes, c'est pas exotique, mais si, c'est exotique. Pour un primo-visiteur, c'est exotique. Et on se rendait compte qu'en fait, ils passaient à côté de merveilles qui, pour nous, sont totalement évidentes dans la montagne, parce qu'ils savaient pas ni où, ni comment faire, ni comment regarder, etc. Et du coup, on passe à côté, on va dire, de l'ADN même de la montagne, de ce qu'elle a à vendre et ce qu'elle pourrait faire valoir en été. Et donc, d'une certaine manière, si je tire un peu sur la notion... L'expérience bivouac à la Bastille, c'est de la nidification déportée. Ah oui. Alors là, pour le coup, on rapproche la montagne, voilà, si je puis dire, des Grenoblois, pour justement effacer un peu cette notion de waouh, la montagne, c'est loin, c'est haut, c'est difficile, etc. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est le projet de la mairie de Grenoble est aussi d'effacer les barrières sociales. Parce que la pratique de la montagne, alors, il y a l'alpinisme, mais aussi tout simplement le bivouac, c'est des pratiques qui sont très connotées par la classe sociale.
C'est-à-dire qu'en fait, on pratique, on va en refuge, etc., parce qu'on nous a montré enfant, parce qu'on a tout un héritage de cette pratique-là. Et du coup, l'initiative du bivouac, c'est quand même en priorité d'aller faire découvrir cet univers-là et ces pratiques-là à un public défavorisé grenoblois qui est à côté de la montagne, mais qui n'a pas cet univers-là comme étant enregistré dans ses pratiques de loisirs. Voire même qui ne se sent peut-être même pas capable d'y accéder pour plein de raisons. Il y a des raisons financières, mais pas que. Okay. Ursula, we talk about learning the code. Donc, on parle d'apprendre les codes de nouveaux environnements, de différents environnements. Que dites-vous aux gens qui pensent que ces expériences trop ludiques n'ont rien à voir avec les montagnes? Mais c'est pas vrai, il y a un lien très fort. Comme vous le savez, en Autriche, on travaille le côté ludique des montagnes. Cela est très réussi à Steinberg-König, à Pilositay. Si vous montrez peut-être la diapo à nouveau. Donc, c'est un contenu ludique, mais c'est en montagne. Mais en gros, on fait venir les gens, et c'est super ce que vous avez dit. Ils nidifient sur les montagnes. Donc, on profite de l'expérience des autres. Vous voulez de nouveaux clients. Donc, il faut les emmener à la montagne pour cette expérience-là. Il y a un déclencheur. Ils le savent, n'est-ce pas? Et là, on s'est laissé inspirer par les escape games. On s'est laissé inspirer par Game of Thrones. Si vous êtes fan de cette série, il y a beaucoup d'éléments et cela fait partie de la pop culture aujourd'hui. Donc, il y a un moment de compréhension, un déclic. Ah oui, c'est peut-être pour moi. Moi, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a jamais été aux montagnes, qui n'a jamais skié. Donc c'est quelque chose qui s'applique également à l'hiver. Vous avez parlé du VTT. Aujourd'hui, on travaille sur les sentiers VTT avec des histoires, avec des quiz. Donc, on fait des sentiers à quiz pour les VTTistes. Donc, on rajoute de l'expérience. Il ne s'agit pas seulement du sport, ça c'est cool le sport, mais si on fait chevaucher le sport avec des émotions, avec des expériences, vous allez attirer encore plus de clients à la montagne et vous faites ça encore et encore parce que voilà, ils adorent ces émotions, ces expériences. Pankouk, comment, on a parlé des centres de vacances, etc., mais comment l'action publique peut aussi aider à tout ça? On a parlé beaucoup de marketing, de promotion, de clients, etc. Mais par exemple, quand on fait des campagnes digitales, on aspire des jeunes dans le système digital, et puis s'ils veulent s'intéresser à réserver quelque chose quelque part, mais qu'un hébergeur ou des prestataires ne sont pas très digitalisés, est-ce que l'action publique peut aussi aider là-dedans? L'action publique le fait, je dirais, de différentes manières. Là, on est allé sur quelques focales. So we've got, in reality. Et d'ailleurs, sur la question du financement qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un des éléments qui est essentiel. Après, il y a la communication que l'on met en œuvre d'une manière générale. Le digital, c'est une part importante parce qu'on sait qu'elle répond aujourd'hui à la cible à laquelle on veut s'adresser. Elle n'est pas pour autant exclusive. L'idée, c'est qu'on s'adresse à des communautés quand on utilise le digital. Il faut continuer de le faire parce qu'on voit bien, je l'ai évoqué avec les chiffres tout à l'heure, des résultats très forts que l'on a, mais il faut le faire plus globalement. Et en tous les cas, là où on a aujourd'hui des efforts complémentaires à mener, c'est évidemment du côté de l'éducation nationale. Alors pour le coup, c'est pas la région et c'est pas Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, mais on a engagé à la fois avec le ministère du Tourisme et avec le ministère de l'Éducation nationale un travail en profondeur. On a vu une véritable érosion au fil de ces décennies autour des classes de neige, des classes de découverte. Parce que là aussi, il faut désaisonnaliser. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on ait pu donner des éléments, des clés de découverte des territoires de montagne. Et une fois qu'on a donné on a mis ces graines, et ensuite, elles germineront avec le temps, quoi. Donc, vraiment, je désaisonnalise. Mais pour qu'on puisse revenir à ce qui se pratiquait il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, il faut qu'à un moment donné, l'autorité supérieure
facilite cet acte de consommation des classes de neige, des classes de découverte. Nous, du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on aide aujourd'hui, on accompagne avec une aide au départ. C'est-à-dire que quand une classe d'Auvergne-Rhône-Alpes décide d'aller en séjour en Auvergne-Rhône-Alpes, on lui donne 3 000 €. Ça veut dire qu'on paye, dans 90% des cas, on paye 100% du coût du transport. Donc là, on lève un frein économique qui est important. Par contre, on a aujourd'hui une réglementation qui pèse notamment sur les enseignants et tout le dispositif d'encadrement qui est particulièrement lourd. Et il faut, je crois, qu'on desserre un peu les taux de ce côté-là pour faciliter l'acte de séjour. De la même manière que dans les centres, mais il y a des représentants ici, dans les centres, on ne peut pas être dans la contrainte et la surcontrainte de manière complémentaire. Pourquoi on a souffert énormément sur la période de décembre jusqu'à février, là, sur la dernière saison? Tout simplement parce qu'avec la crise Covid, malgré tous les efforts qui avaient été menés et les très bons résultats qui ont fait qu'il n'y a pas eu de difficultés dans les centres, malgré tout ça, il y avait une contrainte qui était tellement forte qu'en réalité, le plus simple, c'était de ne pas y aller. Donc, si on veut atteindre les objectifs, parce que tout le monde dit qu'il faut le faire, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut le faire. Si on veut atteindre les objectifs, ça suppose qu'il y ait un effort qui soit fait de tous en même temps. Pour ceux qui ont la main sur les règles, eh bien, desserrer un petit peu les taux. Ceux qui ont la possibilité d'accompagner sur le financement, qu'ils le fassent également. Que ceux qui peuvent, et nous le faisons, accompagner les investissements qui sont à mettre dans les centres, notamment sur les questions normatives. Tout n'est pas à mettre à la benne. Il y a évidemment des investissements à mettre en œuvre. Eh bien, il faut qu'on puisse les accompagner. Que les collectivités en local qui accueillent les centres soient conscientes de l'économie importante qui est générée par ces séjours sur leur territoire, et puis qu'avec les communautés et les cibles, on puisse donner le coup de main pour que le meilleur message soit diffusé, qu'il soit digital, qu'il soit print, qu'il soit verbal, tout simplement dans les interventions qu'on peut avoir. Quand au lendemain des Jeux Olympiques, à la veille des championnats du monde, quand les athlètes parlent positivement du séjour en montagne, c'est aussi très important parce que on voit bien que les jeunes publics, ils se considèrent aussi à l'image de ces athlètes, en tous les cas de ces personnes qui ont une parole publique, qui puissent créer aussi cet univers et mettre en appétence les jeunes publics, les enfants jusqu'à l'âge adulte finalement, de donner cette envie aussi d'aller sur ces territoires de montagne. Et dernier élément, et je m'en arrêterai là, s'autoriser de désaisonnaliser. On sait que ce qui fait l'économie de nos territoires, c'est le ski, c'est les remontées mécaniques, c'est la neige, mais on sait aussi qu'on est dans un mouvement d'ensemble qui va aller vers la diversification. Il suffit de traverser les allées du salon pour s'en rendre compte. Et donc, acceptons de communiquer aussi, comme on le fait d'ailleurs avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, plus globalement sur toute cette montagne, sur au moins ces 2 saisons d'été et d'hiver. Très bien, merci. C'est une très belle réflexion finale. Je ne sais pas, il nous reste 3 minutes. Est-ce que ça nous laisse le temps? Non, on nous dit que c'est fini. Merci en tout cas. Thank you very much. We knew we could go on for hours. Donc on savait qu'on pouvait parler pendant des heures sur ce sujet. Qui souhaitent peuvent continuer un peu la conversation après, individuellement, ou après on peut se retrouver sur Internet les uns et les autres pour continuer les conversations à distance. Merci, thank you very much.
Ça fonctionne pas? Oui. Bonjour à tous. Donc, Good afternoon. Planète d'accueillir la filière forêt-bois, les interprofessions forêt-bois, pour présenter l'intérêt du matériau bois dans le bâtiment, dans la construction et dans la réhabilitation, notamment des immeubles en station de montagne. Donc, pour ce faire, je vous présente Benjamin Mermet, prescripteur bois construction de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, qui va présenter un petit peu tous les atouts du matériau bois. Et puis Sarah Véricel de Liofauve, qui présentera un projet qui s'appelle Rénovasim, avec le concours du pôle d'excellence bois. Donc un projet qui a été conduit il y a quelques années, justement sur la réhabilitation des lits froids en zone de montagne. Et puis après cette conférence, on vous invitera avec le pôle d'excellence bois à une visite virtuelle qui se trouve juste ici à notre droite et donc à votre gauche, vous qui nous regardez. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Benjamin Mermet pour les atouts du bois dans le bâtiment. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait, super. Donc, comme l'a présenté Marinette juste à l'instant en m'introduisant, pardon. Donc, je viens de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, c'est tous les interprofessions donc territoriales et l'interprofession régionale qui sont sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a aussi, voilà, sur le côté secteur Rhône-Alpes, 6 interprofessions territoriales pour être vraiment au plus près des entreprises et des problématiques de terrain, puisque en Savoie, Haute-Savoie ou dans les Alpes, on ne va pas avoir les mêmes problématiques que plutôt en plaine, Ardèche, Loire ou la Drôme, par exemple. Et encore plus avec le Rhône et la métropole de Lyon qui sont des actions assez différentes. Alors, voilà, très rapidement, l'idée en fait d'aujourd'hui, c'est vous parler de la construction bois. Donc, pourquoi la construction bois? Puis après, de vous montrer des retours d'expérience de bâtiments qui ont été construits en montagne, donc construction neuve et réhabilitation, pour que vous ayez un peu voilà, des chiffres clés et des exemples qui vous montrent qu'on peut construire avec le matériau bois en montagne. Alors, souvent et historiquement, on pense plutôt au chalet, mais je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire autre chose que du chalet en montagne avec la filière bois, et que c'est pas que du bois en extérieur, mais c'est aussi la structure. Et c'est surtout la structure qui est en construction bois. Alors, voilà, le but, c'était aussi un peu de faire une courte introduction de qu'est-ce que représente la filière forêt-bois sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, quand on parle de filière forêt-bois, c'est vraiment de la gestion forestière. Donc, l'interprofession, elle est vraiment de la gestion forestière, donc du propriétaire, jusqu'à la construction, l'agencement, la rénovation, en passant par tout ce qui est chimie verte, bois énergie, tout ce qui est transformation, donc ce qu'on appelle le bois énergie, bois industrie, donc tout ce qui est industrie de panneaux, pâte à papier, etc. Donc, on représente quand même une filière qui est assez importante sur la région. Donc ça représente 20 000 entreprises, donc c'est 63 000 emplois qui vont vraiment de tous les secteurs. Donc voilà, on voit tout en haut l'exploitation forestière jusqu'à la construction, en passant par la tonnellerie, surtout dans le côté Auvergne. Et donc il ne faut pas croire que la construction c'est quelque chose qui est anecdotique, la construction bois. On a quand même, rien que sur la région, on a 400 entreprises de construction. Et qui vont de la petite entreprise de 2-3 salariés à l'entreprise plus d'une centaine de salariés. Donc on est quand même sur des grosses entreprises aussi qui peuvent répondre à des très gros projets comme je vous montrerai dans les slides suivantes. Et autre chose qui est aussi importante, c'est que les 3/4 des bois qu'on récolte dans nos forêts en région Auvergne-Rhône-Alpes sont transformés localement. Donc on n'est pas sur des bois qui vont partir à l'étranger ou dans d'autres régions. On a l'avantage en région, c'est d'avoir vraiment tous les tissus de la filière, donc de l'amont jusqu'à l'aval, qui sont représentés et donc qui permettent en fait de répondre localement aux produits et aux projets d'aujourd'hui et de demain. Alors, souvent, et on est ici pour parler de construction bois, mais souvent on dit, si on développe la construction bois, est-ce qu'on ne va pas vers la disparition de nos forêts? Donc ça, c'est vraiment une slide qui est plutôt pour vous dire que la forêt française, alors là, c'est une photo qui représente de 1850 à 2012, mais la forêt française, elle fait que augmenter, elle fait que croître. En fait, vers 1850, on était sur une surexploitation de nos forêts. Et il y a eu tout ce qui est code forestier et une vraie réflexion de
de faire repousser et réagrandir notre forêt, qu'elle ait une vraie place dans le territoire français. Donc ça représente à peu près 30% de notre territoire au niveau français. Et on voit, voilà, entre 1985, si je prends le pointeur qui est... Ah, moi je l'ai perdu, c'est pas grave. Donc entre 1985 et 2020, ben voilà, on voit que la surface forestière, elle a pas explosé, mais elle a augmenté de façon intéressante. Et on va le voir après sur le côté Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. On récolte qu'une partie de l'accroissement de nos forêts. Donc les forêts, elles grandissent. Si on le voit sur la slide suivante. Donc on a notre forêt qui va grandir de 16 millions de mètres cubes par an. C'est normal, en fait, grâce à la photosynthèse, l'arbre il va pousser, il va grandir. Et nous, on vient récolter qu'un tiers de cette récolte. Donc on n'est vraiment pas sur une surexploitation, mais on est plutôt sur une sous-exploitation de notre forêt. Donc on a encore vraiment un levier qui est très important sur la région et même au niveau français. On peut encore vraiment largement utiliser le bois dans la construction. Et donc, comme on est sur une sous-exploitation, eh ben, chaque année, la forêt, elle augmente de 3% en volume. Donc, elle est quand même on est sur une forêt qui grandit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'était de vous parler les avantages de la construction bois. Donc, pourquoi construire en bois? Et puis, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Est-ce qu'on fait que des chalets ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses? Et un des avantages majeurs de la construction, et notamment en lien avec la RE 2020, c'est son avantage environnemental et son stockage carbone. C'est que c'est un matériau c'est le seul matériau de construction qui est renouvelable. Et c'est un matériau qui va stocker le carbone. Et donc souvent, en fait, on dit, voilà, on utilise du bois dans la construction, on stocke du carbone. Mais il n'y a pas que le stockage qui est intéressant dans l'utilisation du bois dans la construction. Dans le bois construction, on va avoir le stockage carbone. Qu'est-ce que le stockage carbone? C'est l'arbre, quand il pousse, grâce à la photosynthèse, en fait, il va absorber de l'oxygène et il va absorber de l'oxygène et il va garder le carbone, en fait, 50% du matériau bois, c'est du carbone. Donc quand il va, grâce à la photosynthèse, en fait, il va relâcher l'oxygène et il va garder le carbone sur le dioxyde de carbone. Voilà. Donc on a notre dioxyde de carbone absorbé par l'arbre. L'arbre relâche l'oxygène et garde le carbone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séquestration. Ça va être vraiment, pendant la croissance de l'arbre, il va séquestrer du carbone. Si on le garde, l'arbre il va arriver à maturité et il va avoir une sorte de balance. Il va toujours séquestrer un peu de carbone, donc toujours absorber du carbone, mais comme l'arbre il est un peu, on va dire vieillissant, il va avoir moins besoin de dioxyde de carbone pour grandir, et donc il va moins séquestrer. Et il va stocker ce carbone, il le stocke, comme je vous ai dit, c'est 50% de la matière, donc l'arbre, 50% de sa matière, c'est du carbone. Si on ne le récolte pas et qu'on le laisse, on peut avoir des risques de feux de forêt, de pourrissement, de mortalité de nos arbres, parce qu'ils ont une certaine durée de vie. Et donc la meilleure des solutions, c'est ce qu'on voit en fait sur le côté, c'est ce qu'on va vraiment appeler le stockage. On va couper la grume, donc on va couper l'arbre, et on va venir stocker ce matériau dans nos constructions. Comme 50% du matériau, c'est du carbone, il va continuer à stocker son carbone, même mort. Il ne va plus en séquestrer, il ne va plus absorber grâce à la photosynthèse, mais il va continuer à stocker ce carbone-là. Donc, quand on prend une feuille de papier, ça stocke du carbone. 50% du poids de la feuille de papier, c'est du carbone. Si on prend une poutre en bois massif, 50%, c'est du carbone, donc il stocke ce carbone. Il va stocker le carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et au final, on va avoir la substitution, c'est tout ce qui va être produit connexe, donc tout ce qui est bois énergie, donc plutôt les granulés, le bois bûche, la plaquette forestière, qui sont des produits dans lesquels on ne peut pas faire de la construction avec, donc on est sur du produit connexe. Et ces produits connexes, ils vont se substituer à d'autres énergies pour produire une énergie qui va être renouvelable, donc tout ce qui est bois énergie. Et donc comme ça, on se substitue aux autres énergies comme le fioul, le gaz, qui sont des énergies non renouvelables. Renouvelables, mais sur un stade qui est tellement long qu'on est clairement sur du non renouvelable. Donc si on prend ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais un peu en image, donc le cycle du carbone, si on prend une forêt naturelle,
comme la forêt, l'Amazonie, qui a un vrai poumon vert eh ben, la forêt, elle va absorber du carbone. Et puis à un moment, en fait, quand elle arrive à maturité, en fait, il y a des arbres qui vont mourir, donc il va avoir du relâchement de carbone. Et puis il y a des arbres qui vont repousser, donc on va avoir une absorption, donc on va arriver à ce qu'on appelle un équilibre. On n'absorbe plus vraiment de carbone, de dioxyde de carbone. Et donc l'intérêt, c'est d'être sur des forêts qui sont gérées durablement, comme ce qu'on a en Europe. Donc des forêts qui sont gérées durablement, où là, en fait, on va absorber du carbone, donc absorber du dioxyde de carbone, stocker du carbone au sein de l'arbre, on le récolte. Ce bois qui est récolté, il va aller dans la construction, notamment. Construction et aménagement intérieur et extérieur. Et après, on va refaire pousser une forêt pour qu'on ait vraiment toujours un stockage carbone, une séquestration carbone qui soit importante. Donc l'idée, c'est d'être vraiment sur de la forêt qui soit est productive, mais qui soit vraiment aussi un poumon vert pour nous et pour le futur. Donc, c'est bien beau d'avoir un matériau qui est donc biosourcé, qui est très pertinent parce que c'est vraiment une réponse directe par rapport au réchauffement climatique et au stockage carbone, parce que c'est vraiment la question d'aujourd'hui et demain. C'est vraiment comment on peut arriver à stocker tout ce carbone. Donc l'arbre y répond assez facilement et naturellement, surtout, c'est qu'on n'a pas besoin de venir avec une grosse artillerie. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps des ventilateurs en Suisse. Ils ont un nouveau concept, donc c'est un mur de ventilateur qui va venir prendre tout le dioxyde de carbone, et après ce carbone, ils vont venir l'enfouir sous terre et puis relâcher l'oxygène. Oui, bon, bah ça, il faut énormément de matériaux pour faire ces murs de ventilateurs, alors qu'avec une forêt, c'est naturel et ça le fait tout aussi bien. Et donc, pourquoi une valeur sûre? C'est parce que on est sur un matériau qui est un produit qui est végétal, donc des forêts tempérées, tropicales, sur un matériau qui est plutôt hétérogène. Et grâce en fait à toutes ces chaînes de production qui sont le métier de la scierie, le métier de la construction, on va arriver vers des composants, des produits qui sont vraiment élaborés, finis, et des produits qui vont être marqués CE, conformes aux normes, et donc qui vont permettre de répondre sans problème aux enjeux de la construction d'aujourd'hui et de demain. Et donc on est sur un produit végétal hétérogène à un produit final homogène et qualifié et quantifié. Et le bois, c'est vraiment une matière qui est normalisée. On a, et ça c'est surtout important pour les maîtres d'ouvrage, c'est la question de l'assurabilité. On est vraiment sur ce qu'on appelle une technique courante, donc sur une assurabilité classique, et on n'est pas du tout sur des assurances qui sont beaucoup plus techniques. Donc on est vraiment sur quelque chose de très simple, de connu et de reconnu. Et on a la filière qui travaille depuis très longtemps dessus pour remontrer que ce qui se faisait il y a 100-150 ans dans cette construction qui est très traditionnelle, qui a 100-150 ans, même 200 ans, voire plus. On a des bâtiments qui datent d'il y a encore plus longtemps. Et en fait, on a des normes maintenant qui garantissent par des tampons, puisque maintenant il faut beaucoup normer, avoir des avis techniques, avoir des documents techniques unifiés, voilà, des choses qui montent pas de blanche. Et la filière bois, elle a tous ces éléments-là. On a notamment le catalogue Construction Bois, qui est un site internet qui est complètement gratuit, où on peut retrouver vraiment des détails techniques dans le neuf, dans la réhabilitation, qui est vraiment un outil de la filière très intéressant et très, très riche en documents. Alors, c'est bien beau de dire que c'est un matériau qui est normé, on en a dans nos forêts, donc on n'a aucun problème. Mais alors pourquoi on ne construit pas plus en bois? C'est vrai qu'on pourrait se poser cette question-là. Puis souvent on se dit la construction bois c'est beau, mais c'est du chalet quoi. Alors j'aurais pu très bien vous dire oui, mais la construction bois elle a énormément d'avantages. C'est vrai l'idée c'était aussi un peu de vous montrer les avantages de la construction bois. On pense notamment à des systèmes constructifs qui sont préfabriqués, des chantiers propres, des systèmes rapides à poser, un matériau qui est très léger. Des systèmes qui sont adaptés aux contraintes sismiques. On a énormément on parle beaucoup de la préfabrication du hors-site. Et un des gros avantages, c'est le confort pour les employés. C'est qu'ils sont en atelier, ils sont donc protégés, ils sont à hauteur d'homme, donc ils vont faire des choses qui vont être
qui vont être beaucoup plus faciles pour eux et donc automatiquement qui seront beaucoup plus qualitatifs. C'est différent de travailler dans un atelier à hauteur d'homme avec des panneaux qui sont à notre hauteur plutôt que sur un échafaudage avec la pluie, avec des fortes chaleurs, avec du vent. Et donc là, forcément, on est humain, donc on est moins performant. Ça, c'est beau, mais c'est mieux de montrer par des projets. Alors, la montagne, ça va d'une petite altitude à une grande altitude. Donc l'idée, c'était de vous montrer des projets. Il y en a 4. Bourg-d'Oisans, on n'est pas sur de la station de montagne, station haute, puisque c'est plutôt les 2 Alpes. Mais on est quand même en montagne. Et ça, c'est un bâtiment qui est le siège de la communauté de communes de Loisan. Et pourquoi je vous parle de celui-là, c'est que c'est un projet, donc c'est celui qui est ici. Et en fait, il n'y a pas du tout de bois en extérieur. On ne voit pas du tout le bois en extérieur. On est sur un parement en fibrociment, donc quelque chose de très traditionnel, on va dire très simple. Le seul bois qu'on voit en extérieur, c'est un bout du porte-à-faux en fait en dessous, puisqu'en fait, comme il y a un porte-à-faux, le bois est protégé. Et comme le bois est protégé, il ne va pas grisonner. Donc les architectes ont souhaité quand même montrer un tout petit peu de bois en extérieur, mais protégé. Et sinon, toute la structure, elle, est en structure bois. Et notamment en bois des Alpes, donc c'est une certification qui est sur notre territoire. Donc pour montrer que voilà, c'est pas parce qu'on construit en bois qu'on a forcément du bois en extérieur. Alors après, surtout sur le marché public, sur le bâtiment public, il y a quand même une volonté de montrer qu'on construit avec le bois. Et donc là, la solution qui a été faite par les architectes, et notamment en lien avec la maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment de montrer le bois, mais en intérieur, dans les endroits qui sont protégés en extérieur, mais autrement, vraiment en intérieur et pas plus. Un autre projet, donc ça c'est un hôtel spa, donc c'est le Saint-Alban, c'est à la Clusaz. Donc là, c'est un bâtiment qui a été complètement préfabriqué en atelier. Donc même le parement intérieur, donc tout a été vraiment défini en atelier. Et pourquoi je vous présente ce projet-là, c'est que c'est un hôtel assez classique dans nos stations de montagne, un bardage bois. On a les 2 premiers niveaux, alors pour pas mentir, les 2 premiers niveaux sont en structure béton, parce qu'on est intégré dans la pente, et donc là, automatiquement, il y avait des contraintes avec la terre, et donc les 2 premiers niveaux sont en structure béton. Par contre, les 4 niveaux suivants sont tous en structure bois, même la cage d'escalier d'ascenseur est en bois. Et pourquoi je vous présente ce projet-là, c'est que c'est un projet qui, au départ, devait être en structure béton complètement. Et en fait, la filière bois, elle était un peu plus chère que la filière béton, mais ça a permis de gagner une saison aux promoteurs. Et surtout à celui qui vivait à Azas Hotel. Pour Azas Hotel, en fait, de se dire, OK, le bâtiment est un peu plus cher, mais je gagne une saison complète, parce que j'inaugure en décembre 2018 au lieu d'inaugurer ça en décembre 2019. Une saison complète, c'est quelque chose qui est assez à l'écoute pour la maîtrise d'ouvrage. Et donc de se dire, OK, mon bâtiment me coûte un peu plus cher, mais je le rentabilise 1 an plus tôt, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et donc c'est comme ça que le bâtiment il est passé d'un bâtiment en tout structure béton à un bâtiment en structure bois. Et pour gagner, au final, en fait, ils sont arrivés à des coûts de construction qui étaient identiques. Et comment ils ont fait, c'est qu'ils ont joué en fait le jeu du bois et ce qu'on pourrait appeler le vivre en bois à 100%. Il n'y a presque pas en fait de finition intérieure. On n'a presque pas de placo. Donc il y a tout ce qui est second œuvre, en fait, il y en a presque pas eu. C'est toute l'entreprise de construction bois qui l'a faite. Et donc en fait, ils sont arrivés directement comme ça. Donc on a très peu de second œuvre. Donc automatiquement, la construction coûte un peu plus cher, mais comme on a moins de second œuvre, on rentabilise en fait le budget switch d'un lot à un autre. Un autre bâtiment, donc ça c'est une réhabilitation. Donc ça c'est le bâtiment fini. Ça c'est le bâtiment pendant la construction. Donc on a toute une extension sur 4 niveaux et une surélévation sur un bâtiment existant. Alors pourquoi je vous montre celui-là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire aussi de la réhabilitation avec le matériau bois, qu'on peut faire de la réhabilitation lourde. Et j'y vois 2 avantages sur ce projet-là. C'est déjà presque pas de bois en extérieur, donc on a un vieillissement qui est très homogène. Et la surélévation, c'est que comme le bois il est léger, et automatiquement, qui dit bois léger dit pas besoin d'avoir des fondations qui sont de retravailler sur les fondations en fait. Souvent, dans les calculs, on se rend compte qu'on peut rajouter très facilement un étage en structure bois, ou alors on va
on va réaméliorer les fondations, la structure, mais qu'à certains points. On n'aura pas tout à refaire. Et donc ça permet d'avoir forcément de la surface de plancher en plus. Qui dit surface de plancher en plus dit ou de l'hébergement en plus ou de la vente supplémentaire sur un bâtiment réhabilité. Donc c'est un bâtiment, lui, qui était tout en structure bois avec ce qu'on appelle un panneau contre-collé. Donc où là, le panneau faisait aussi office de contreventement. Alors un dernier bâtiment, c'est un bâtiment... alors c'est l'hébergement le plus haut d'Europe en structure bois en station de montagne. Donc là, on est sur un R+8 tout en structure bois. Donc tous les niveaux à partir de là, donc tout ce qui est là, toute la partie là, c'est en structure bois. Et là, je vous présente ce projet-là, donc qui a été livré en 2020 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est sur du modulaire 3D. Donc l'ensemble du bâtiment, il a été conçu en fait en atelier. Donc là, on est sur une étape un peu au-dessus des autres bâtiments que je vous ai montré précédemment, qui étaient plutôt sur la préfabrication 2D, donc en mur. Là, on est vraiment sur du module préfabriqué. Donc là, ils sont venus avec la plomberie, avec vraiment toutes les finitions et même le mobilier à l'intérieur du bâtiment en atelier. Et donc ça, c'est le premier intérêt de ce bâtiment-là. Et le deuxième, en fait, c'est qu'on est en livraison 2020. 2020, je ne sais pas si vous voyez, mais c'était période Covid. Donc période Covid, qui dit période Covid, dit un décalage de presque tous les chantiers. Et ce chantier-là, en fait, comme il était en atelier, ils ont réussi à absorber, en fait, l'entreprise, elle a fermé 2 semaines pendant la toute première période du Covid, là, en mars. Donc ils ont fermé 2 semaines pour se réorganiser. Et après, en fait, ils ont récupéré le retard et ils ont réussi à livrer dans le temps qui était prévu initialement. Et donc, le bâtiment a pu être livré au final. Dans le temps, il n'y a pas eu de décalage de chantier. Et ça, c'est grâce, en fait, à la construction hors site. Ça, c'est des photos du bâtiment terminé. Alors ça, ils avaient fait un peu un showroom. Donc là, en fait, vous voyez, on ne voit pas très bien, mais en fait, ça, c'est dans la Loire. En fait, ce bâtiment-là, ce showroom, il a été fait dans la Loire, parce que tout le bâtiment avait été fait dans la Loire. La maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sont arrivés dans le showroom. Ils ont dit, OK, les luminaires là, on est d'accord, l'électricité là, la prise là, on est d'accord. Et quand ça a été validé, ces photos-là, c'est des photos que moi, j'avais prises pendant une visite de chantier. Donc là, c'est dans les ateliers toujours de l'entreprise de construction bois dans la Loire. Et donc, on voit en fait que la cuisine, elle est installée. Toute la plomberie est installée. La baignoire, là, c'était en cours d'installation, donc ils n'avaient pas totalement fini. Ils étaient encore en train de cadrer le miroir. Mais on a la faïence, tout était fait. Donc, en fait, après, ils sont venus livrer et il n'y avait plus qu'à connecter comme des prises électriques un peu et le bâtiment était terminé. Alors, très rapidement, l'idée, c'est... comment réaliser un projet en construction bois? La meilleure des solutions, c'est vraiment de prévoir le matériau bois dès l'amont du projet, dès la programmation, qu'on soit vraiment sûr d'avoir une conception qui soit faite avec le matériau. Et donc, voilà, un peu schématiquement, on a la maîtrise d'ouvrage, on a l'architecte, on a l'entreprise, et il faut aussi, surtout si on veut travailler avec le bois de notre région ou le bois français, se renseigner sur qu'est-ce que la filière peut nous proposer, quels sont les matériaux qui sont disponibles autour de notre projet pour qu'on soit sûr d'être sur un projet en bois et en bois local, si c'est le souhait. Donc, notamment sur un marché public, ce qui va être important, c'est le sourcing, c'est vraiment de se renseigner, donc de prendre contact avec nous, Interprofession. Nous, on est là en fait pour vous aiguiller et mettre en relation entre cette offre et votre demande et l'offre qui est disponible sur votre territoire. Et donc, le sourcing est un bon moyen de répondre à ça. On a des certifications et des marques comme Bois de France. Sur le territoire plutôt Auvergne-Rhône-Alpes, on va avoir Bois des Alpes et Bois des Territoires du Massif central, qui sont des certifications qui vont vous permettre en fait de garantir la provenance du bois et sa qualité. Et donc ces trois-là ont l'avantage de pouvoir être mis dans un marché public, donc en mettant bien sûr Bois des Alpes ou équivalent, Bois de France ou équivalent, mais c'est possible. Et après, sur le territoire alpin, on a vraiment, et sur le Jura, on a encore d'autres marques et des AOC qui vont, pareil, garantir une provenance, une traçabilité et surtout la provenance qui va être garantie. Et donc pour finir, un site internet qui est vraiment très important, qui est le panoramabois.fr. C'est un site internet où dessus, en fait, vous allez voir, ça
C'est quelques projets qui sont sur le panorama bois. Vous avez les prix, vous avez les intervenants, vous avez des photos, vous avez une explication sur ces projets-là. Il y a à peu près 6000 références sur ce site internet. Donc c'est des choses qui sont très récentes. On voit, ça va du refuge du goûter qui est assez emblématique, qui est le refuge le plus haut, qui est tout en structure bois. On le voit ici, là, pendant sa construction. D'autres refuges, des maisons, des salles hors sac, des logements. Voilà, on a énormément des bureaux d'entreprise, des écoles. On a énormément de choses en fait qui sont sur le panorama bois par rapport au milieu de montagne. Et après, donc, notre site internet avec des guides qui vont vous mettre un peu, vous flécher les entreprises de notre territoire, mais aussi des conseils pourquoi construire en bois, comment construire en bois. Et si vous venez, puisque Montagne Planète, c'est quand même international et donc c'est aussi au niveau français. Donc si vous venez par exemple des Pyrénées, sachez que vous avez un FIBois dans chaque région et donc qui peut, comme moi, vous aiguiller sur vos projets de construction. Et enfin, mon contact en tant que chargé de mission bois construction au sein de FIBois Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça a été un peu dense, c'était timing serré, un peu dense, mais j'espère que j'ai pu répondre un peu à vos interrogations. Je vous propose peut-être de passer donc à Sarah Viricel de Lieu Fauve qui va vous présenter Rénovacim, puis on passera, si vous avez des questions-réponses, on passera à la fin un temps consacré à ça. Pardon. Tiens, je te laisse la main. Merci. Hop. Parfait. Bonjour. Ça marche? Vous m'entendez? Oui. Donc je suis Sarah Viricel, je travaille chez Techné Architecte qui est associée dans la grande maison Lieu Fauve. Et on a travaillé il y a maintenant 2 ans sur ce projet de Rénovacim qui a été lancé par le pôle Excellence Bois, qui est un projet de recherche et développement pour la réhabilitation soutenable des résidences de montagne avec une démarche locale et durable. Alors quand on dit durable, local et soutenable, il faut savoir ce qu'on entend. Quand on entend durable, c'est la dimension écologique de cette démarche, c'est-à-dire d'aller rechercher la sobriété des consommations et la sobriété de l'empreinte carbone de l'intervention. Quand on parle de local, je crois que c'est assez clair, c'est l'ancrage territorial des acteurs qui vont être amenés à travailler sur ces projets. Et quand on parle de soutenable, c'est la dimension évidemment économique de ces interventions dans leur coût global finalement. Alors, le projet part d'un constat, c'est que dans les stations, on a un phénomène qui s'appelle le phénomène des lits froids. C'est-à-dire que les résidences étant vieillissantes aujourd'hui, elles sont de moins en moins densément utilisées. Et on constate très souvent un affaiblissement de la fréquentation des résidences. L'affaiblissement de la fréquentation des résidences conduit à une moindre fréquentation des stations également. Donc c'est un vrai problème de la montagne et de son attractivité qui est posé là. Donc le principe de la rénovation des résidences de montagne, il est évidemment de s'adapter aux nouveaux enjeux par rapport à l'époque où elles ont été construites. Et les nouveaux enjeux, on peut les citer. C'est une ouverture, comme on en a entendu parler dans les conférences précédentes, en 4 saisons, qui devient beaucoup plus importante, d'où la nécessité d'avoir des hébergements plus accueillants, puisqu'on ne vient pas juste faire un peu de ski et tant pis pour l'hébergement. On vient aujourd'hui vivre une véritable expérience à la montagne dont l'hébergement doit aussi représenter une dimension qualitative. Et par ailleurs, comme partout ailleurs, les résidences doivent aussi s'adapter et se rénover pour ne plus être des passoires thermiques et des lieux de surconsommation de ressources ou d'énergie. Et puis par ailleurs, effectivement, aujourd'hui, le foncier en montagne se raréfie. Il ne s'agit plus de
massivement construire de nouvelles résidences, mais bien plutôt d'utiliser la ressource, enfin le gisement de résidences existantes pour les upgrader, les amener vers une revalorisation de ce patrimoine. L'idée, effectivement, c'est d'aller vers un usage 4 saisons, comme on en a parlé, qui propose plus de qualité, plus de confort, et qui peut peut-être proposer aussi de nouvelles fonctionnalités. Ce n'est plus seulement forcément arriver dormir, mais c'est peut-être trouver des services dans une résidence de montagne, et aussi un meilleur usage de son intérieur, qui soit plus proche de l'expérience d'appartement, voire d'hôtel. La difficulté qu'on peut rencontrer pour la rénovation des résidences de montagne, c'est la structure du statut de copropriété. Quand on est en statut de copropriété, c'est difficile de prendre des décisions qui puissent satisfaire l'ensemble des copropriétaires et engager des investissements globaux. Chacun n'a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes objectifs pour la résidence, et on sait que c'est un des freins à la rénovation de ces structures. Donc l'idée, c'était aussi d'aborder une démarche qui soit un petit peu à la carte. Alors, il y a des travaux qui concernent l'ensemble de la résidence et qui doivent être adoptés par l'ensemble des copropriétaires, mais il peut y avoir des bouquets de travaux qui permettent d'aller plus loin pour certains copropriétaires et ainsi d'avoir une rénovation paramétrée. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça plus en détail par la suite. Alors, un des premiers dispositifs qu'on a proposé, il faut que je dise à ce stade-là qu'on n'était pas tout seul en tant qu'architecte dans le travail sur cette opération. On était 2 agences d'architectes. On était associés à l'agence Tectonique également. Et puis, on a travaillé aussi avec des bureaux d'études et en charpente et des bureaux d'études en qualité environnementale. Donc, les 3 grands enjeux de la rénovation qui étaient listés par le PEB, le Pôle Excellence Bois, c'était évidemment la requalification globale de l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire l'amélioration de sa qualité de protection thermique, mais aussi de son image, parce que ça participe de l'attractivité à long terme des résidences. Et de ses usages. Le deuxième point, c'était d'améliorer les communs, les lieux où on a une expérience d'utilisateur qui n'est pas justement uniquement chez soi, mais aussi dans tous ces espaces de transition entre le dehors et le dedans. On va voir. Et le troisième sujet, c'était de savoir si on pouvait densifier ces résidences et travailler peut-être en surélévation ou en extension. Alors, un des dispositifs qui a été proposé, c'est l'extension en façade. C'est un dispositif qui est proposé en préfabrication et qui est un plug, quelque chose qu'on vient agrafer à la façade par un système modulaire conçu complètement en bois, avec, comme on le voit ici, des poutres treillis 3D. Je vais essayer si ça s'arrête de bouger. Non, ça ne s'arrête pas. Des poutres treillis bois sur lesquelles on peut venir par la suite faire une nouvelle enveloppe. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la façade originelle avait des grands modules de baies vitrées et ensuite des balcons, et que la structure principale, c'est des refends béton qui séparent chaque logement. On va utiliser ces refends béton pour venir agrafer des poutres treillis bois qui permettent un prolongement sur la façade, et on voit qu'elles viennent en porte-à-faux même au-delà du balcon. On ne cherche pas à se porter sur le balcon, on se porte uniquement sur ces poutres treillis. Ces poutres treillis viennent ensuite avoir un nouveau plancher et un nouveau toit, et on peut choisir soit d'avoir 2 modules de balcon côte à côte, soit d'en avoir 2 les uns sur les autres, soit que toute la façade soit prolongée ainsi, ou alors des petits plugs ponctuels selon le choix des propriétaires, des copropriétaires.
Le principe ici, il est de déplacer la baie vitrée là où elle était initialement, de lui faire gagner, je crois, environ 3 mètres de profondeur, ce qui permet d'augmenter la surface intérieure du logement et de ramener un nouveau balcon en façade. Ensuite, on vient ajouter des épidermes pour venir clore tout ça, qui, comme on le verra plus loin, peuvent être paramétrables et choisis soit à l'échelle de la copropriété, selon les décisions qui seront prises, soit personnalisées selon les décisions qui seront prises. Ensuite, on a travaillé sur l'amélioration du confort intérieur des logements et notamment beaucoup sur l'adaptabilité, l'évolutivité des logements avec beaucoup de mobilier, mobilier mobile, des lits qui peuvent basculer, des meubles qui peuvent s'adapter pour offrir un habitat à géométrie variable, que ce soit pour un couple, mais aussi pour accueillir les petits-enfants ou les enfants et avoir comme ça des capacités d'accueil un peu multiples. On rentrera un peu dans le détail par la suite. Alors je vous propose de faire un petit tour en visite virtuelle sur ce projet. Le projet est un projet de recherche et développement, mais il s'est appuyé sur une résidence qui est bien réelle, qui existe, qui est la résidence des Aravis. Je ne sais pas. Au Bénuire, voilà, merci. Donc voilà le projet initial tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà. Hop, pardon. Oui, alors j'aurais mieux aimé. Pardon, technique est un peu. Là, j'ai plus le avant-après. Juste au-dessus, normalement, je crois. Non, on va faire autrement. Hein. On va aller. C'est jamais aussi. Ah bah voilà, après. Bon. En se promenant un peu comme ça, on voit le principe ici. Je pense que je peux vous l'afficher en double-cliquer. Voilà. On voit ici comme de ce dont je vous parlais, les petits plugs. Chacun peut avoir un petit plug isolé ou on peut grouper les petits plugs 2 par 2 et ainsi on peut composer une façade qui n'est pas forcément uniforme mais qui peut garder quand même une identité assez homogène. On voit qu'on vient complètement réécrire l'identité de la résidence en lui donnant une tonalité plus régionale avec l'emploi du bois. On voit aussi au dernier niveau la proposition de surélévation qu'on a faite en venant réinstaurer des toits pentés qui cassent un peu l'aspect monolithique de la barre existante dans son site. Donc on va pouvoir rentrer à l'intérieur normalement. On a travaillé également sur comme je vous le disais tout à l'heure, sur les espaces communs, avec une proposition qui réemploie le bois, y compris dans les parements. L'idée étant de réinscrire un vrai accueil, un vrai espace de transition entre l'extérieur, le front de neige et l'intérieur, en proposant aussi des espaces de lobby, si j'y arrive, ça veut bien, voilà, ou des espaces d'attente où on peut avoir une autre expérience de la résidence. On a aussi prévu, je vais essayer de revenir ici, pardon, sa façade, désolée. On a aussi prévu tout un système de casiers et qui permettent dans les communs de venir ranger l'ensemble des skis, des chaussures de ski, des vélos éventuellement. On va essayer de rentrer dedans, voilà. On a proposé comme ça, en utilisant l'extension dont je vous parlais tout à l'heure avec les balcons, cette fois-ci en faisant une extension sur la totalité de la façade, avec ce prolongement de l'utiliser au rez-de-chaussée pour permettre
des lieux de stockage des vélos ou peut-être d'héberger pourquoi pas un lieu de location, un espace de location. Aujourd'hui, ce sont des caves qui sont très peu utilisées. Donc, on imagine plutôt un travail de réorganisation et de restructuration de ce socle du bâti en vue d'améliorer les espaces de transition finalement avec le logement. Voilà, vous trouverez, si vous voulez naviguer sur le site vous-même, tous les détails de la recherche. Si je reviens sur les logements, on va aller voir les logements. Donc le logement tel qu'il est existant et le logement tel qu'on l'a réaménagé. Donc là, on voit bien ici la façon, si je vous fais le avant-après, avant la position de la façade, de la baie vitrée et de son balcon derrière, et après, comme on a prolongé par le plug et redonné un espace supplémentaire. Alors, on utilise la baie, avant, elle était placée effectivement, ici, là, à cet endroit-là. Donc, on gagne 6 mètres carrés par logement en proposant cette prolongation. Et on est obligé d'avoir une marche ici, puisque on doit isoler et ça intègre toute cette épaisseur structurelle et d'isolation. Mais on propose d'en faire une espèce de lieu de mini-séjour, ce qu'on a appelé le module séjour, qui tourne, qui requalifie l'intérieur de l'appartement. Là, on est sur le T2. On voit également qu'on propose au niveau du mobilier un petit mobilier multifonction, un peu façon hôtel, qui peut permettre de venir déposer ses bagages, mais également de faire un couchage supplémentaire. Voilà, un élément modulaire qui peut, comme ça, accompagner l'entrée. Je vais revenir en arrière. Donc, dans le logement, on a également travaillé sur l'espace nuit. Ce sont plutôt des dispositifs d'aménagement intérieur, d'architecture d'intérieur, où on voit qu'avec le bois, on peut aussi requalifier les espaces et redonner une certaine... le vivre-bois dont Benjamin parlait tout à l'heure, qui redonne une ambiance... qui dépayse aussi et qui rend plus chaleureux la pratique des espaces intérieurs. Maintenant, je vais vous parler du rooftop. On a voulu proposer en toiture une extension qui soit aussi un petit peu atypique et qui propose une nouvelle expérience avec dans la même expression que les petites maisons sur le toit que je vous ai montré tout à l'heure quand on était à l'extérieur. On duplique ces petits modules, mais on vient en faire une halle qui vient couvrir le toit et sous laquelle on peut partitionner avec des cloisons vitrées. Enfin bon, ça c'est chaque projet qui s'en saisit, mais offrir de nouvelles fonctionnalités. Ici, une terrasse ludique pour les enfants, mais aussi, pourquoi pas, une serre. Alors, on voit le plan. Ça va pas s'afficher. Donc pourquoi pas une serre, pourquoi pas une grande salle où on peut imaginer des activités variées, que ce soit des réceptions, que ce soit des soirées, que ce soit de l'accueil pour les enfants en période de vacances, avec des activités. On la voit ici, la salle qu'on propose d'aménager sur ce toit. Et toujours en utilisant des modules préfabriqués de charpente, et qui ont ainsi la capacité de venir se poser sur site dans des temps courts, c'est-à-dire entre 2 saisons hivernales. On peut faire ça sur le chantier d'une saison d'été pour faciliter les travaux en montagne, évidemment. Et tout ça avec aussi des savoir-faire qui sont
quand même relativement très disponible en montagne avec ce qu'on vous a présenté de la filière bois en Rhône-Alpes actuellement. Voilà, on a fait le tour du projet Rénovasim. Vous pouvez trouver plus d'informations sur un petit livret qui est disponible sur quelques chaises et puis au stand de Rénovasim qui est juste derrière vous, pendant lesquels vous pouvez, avec le casque virtuel, retourner faire le tour de la résidence et des différentes propositions qui sont présentées aussi sur ce site internet. Voilà, je suis à votre disposition aussi si vous avez des questions. Voilà, s'il y a des questions, on peut faire passer un micro. On a été clair et efficace. Merci en tout cas pour ces témoignages et cette visite virtuelle qu'on va pouvoir poursuivre, mais qui fait rêver, n'est-ce pas? Donc s'il n'y a pas de questions, il nous reste à remercier Benjamin et Sarah pour leur présentation. Et puis peut-être que Emeline va vous accueillir juste à côté, là, à 10 mètres, pour de la visite virtuelle. Donc n'hésitez pas à la rejoindre pour tester par vous-même. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute. Merci. Merci.